Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Un énième épisode au Studio Module, entouré de personnalités et d'entrepreneurs passionnés. C'est le 40e aujourd'hui. Vous incarnez un projet, une initiative, une énergie et beaucoup de conviction. Ensemble, ce matin, nous célébrons le savoir-faire, la création, l'engagement et la curiosité. Je suis ravie de recevoir au micro Maïmouna Kanté, fondatrice de la maison Kanté, spécialisée dans la vente de thé et infusions en provenance d'Afrique. Bonjour Maïmouna. Bonjour Virginie. Sébastien Meyer, graphiste et directeur artistique spécialisé dans la communication culinaire. Bonjour Sébastien. Bonjour Virginie. Ingrid Payet, gérante fondatrice de Mi Tiendita depuis 2010, une épicerie fine mexicaine. Bonjour Ingrid. Bonjour Virginie. Alors, Maïmouna, je commence avec toi. Tu es originaire de Guinée. Oui. Du coup, quel lien as-tu toujours entretenu avec le thé et comment tu le cultives aujourd'hui, ce lien ? Alors, en tant que Guinéenne et tout simplement africaine, le thé, je dirais, fait partie intégrante de notre quotidien. En Afrique de l'Ouest, c'est la boisson de la convivialité, de l'accueil. Et moi, j'ai été bercée par le célèbre Ataya, qui est la cérémonie de thé africain qu'on va pratiquer dans différents pays en Afrique de l'Ouest. Et c'est comme ça que j'ai abordé le thé. Ce n'est que bien plus longtemps que j'ai compris que cette boisson était finalement devenue quelque chose de très important pour moi. Et puis, c'est ce qui m'amène aujourd'hui dans l'aventure du thé. Ok. Et c'est quoi cette cérémonie alors ? L'Ataya, tu dis ? Oui, le Ataya, en fait, le Ataya est une cérémonie qui est pratiquée sans forcément accorder d'importance parce que ça fait partie du quotidien. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on ne prépare du Ataya dans quasiment toutes les familles, que ce soit en Guinée, au Mali, au Sénégal, au Niger, en Mauritanie, en Sierra Leone, ainsi de suite. Et donc, cette cérémonie, finalement, c'est très souvent après les déjeuners. Ce thé était préparé, ce n'est plus le cas, ça a bien évolué, mais c'était beaucoup préparé par des hommes. Souvent, c'était l'aîné de la famille, ou en tout cas celui qui représentait un peu cette posture-là. Et donc, après les déjeuners... représentait l'autorité. L'autorité, mais on va dire un peu de maturité, parce que l'autorité... La protection, peut-être, cette idée de protection. L'autorité est destinée au père de famille, qui ne va pas forcément pratiquer, qui ne va pas faire le Ataya, parce qu'il a un fils qui est assez grand, qui peut le faire, ou un neveu qui est assez grand, qui peut le faire. Donc, du coup, après les déjeuners, lui va faire le Ataya, et on va servir cette boisson. Donc, on a 3 étapes. Il y a la première préparation, qu'on va dire souvent qui est amère, comme la mort ou comme la vie, en fonction des pays. Il y a la deuxième préparation et la troisième. Donc, souvent, les 2 premières sont réservées aux hommes, et notamment la première au père de famille, à ses amis, ainsi de suite. Et après vient la deuxième où on va donner un peu aux jeunes garçons, et la troisième aux femmes, aux enfants, parce qu'il n'y a quasiment plus de théine, c'est beaucoup de sucre, de la menthe et de l'eau. Et donc, moi, étant petite, on me missionnait pour aller acheter du sucre, des cacahuètes et du thé, pour venir préparer ce Ataya. C'est mon cousin qui le préparait à l'époque. Et donc, quand je venais, en contrepartie, j'avais un peu de pièces. Et surtout, j'avais la 3e infusion que j'attendais avec impatience. Et après, je prenais aussi les feuilles de thé que j'allais sucrer
et on le mâchait comme ça, on le mangeait et puis on recrachait. Donc on avalait le jus des feuilles de thé et puis on recrachait les feuilles. Et donc c'est comme ça que ce ataya se passe dans les familles. Donc tout le monde en boit. Et souvent aussi le soir, donc c'est marrant. Moi, je ne peux plus boire de thé la nuit parce que je ne dormirai pas sinon, mais il y en a qui font leur ataya le soir aussi. Donc c'est ça, en fait, moi j'avais lu que tu parlais de 3 étapes de dégustation, la mort, la vie, puis l'amour. C'est ça. C'est ça ? Oui. D'accord, donc la mort parce qu'il est très... Parce qu'il est très astringent, il est très fort, assez tannique. D'un pays à un autre ou d'une famille à une autre, la liqueur va totalement changer de couleur. Elle est quasi foncée et donc du coup, quand on le boit, on a ce côté très tannique, très charpenté en bouche qu'on va réserver aux hommes et donc on va parler dans certains pays de cette amertume liée à la mort ou sinon d'autres pays, l'amertume liée à la vie. Et après, il y a la deuxième. Donc là, on va rajouter déjà des feuilles de menthe qui vont venir égayer et rafraîchir un peu la note. Et il y a beaucoup de douceur. Donc on va dire que c'est doux comme la vie. Et la troisième qui, du coup, est du sucre et de l'eau très peu colorée, comme l'amour, un peu avec beaucoup de sucre et de douceur. On espère, c'est mieux quand même. C'est très joli, très très jolie histoire. Merci beaucoup, Merci Maïmouna. à toi, Virginie. Ingrid, Oui. alors on bascule sur un autre continent. Quelle est la genèse et la signification de Mitiendita ? Alors, Mitiendita... Oui, je le dis pas avec le bel accent. Non, c'est vrai. C'est compliqué, mais bon, on y arrive. Au Mexique, on a tendance à faire des diminutifs de tous les noms, même des articles. Donc, c'est une caractéristique de l'espagnol à la mexicaine, on va dire. Tiendita, ça veut dire ma petite boutique. Donc, c'est commencé parce que je trouvais pas de produits en France ou de très mauvaise qualité à l'époque, il y a plus de 30 ans. Et j'ai fait un parcours atypique, comme on dit dans certains milieux. Et du coup, quand je me suis retrouvée à chercher encore du travail, je me suis dit c'est le moment de commencer à promouvoir la cuisine mexicaine, de faire venir des vrais produits mexicains. Et puis, ça a commencé comme ça. J'ai commencé avec 5 produits. Et au fur et à mesure, à la demande de mes clients et surtout à une recherche très ciblée pour faire connaître la cuisine mexicaine, la vraie, j'ai commencé à dénicher un petit peu des produits partout. Donc du coup, tu dis que ça a commencé avec 5 produits. Aujourd'hui, tu as combien de références ? Plus de 300. C'est pas mal. Oui. Donc depuis combien ? Depuis 2015 ? 2010. 2010, d'accord. Oui, donc 14 ans et demi. 14 ans et demi. Donc 2 boutiques ? 2 boutiques. Tu nous dis où elles sont, tes boutiques ? Il y en a une au Saluet-les-Rois, dans les Yvelines. J'ai commencé tout simplement dans un petit coin de la maison que mes filles n'utilisaient plus. Et il y a presque 300, j'ai trouvé un autre endroit à Paris et on a commencé la 12e boutique qui a fait que ça nous a rapprochés à nos clients qu'on avait déjà en région parisienne, mais pas que, parce qu'on est dans un endroit assez touristique, donc les gens ils peuvent profiter de leur séjour à Paris pour venir tout près de Moulin Rouge. Ouais, super. Ouais. Donc du coup, quels sont les produits ? Alors tu dis que tu en as 300, on ne va pas citer les 300, mais quels seraient les 5 produits phares authentiques de la cuisine mexicaine ? Dans la culture mexicaine, on parle de la milpa. La milpa, c'est ce qu'on appelle maintenant la permaculture. Donc on a les maïs, qui va nous servir de base. Et cette maïs, il va nous servir de tuteur pour des haricots, qui va prendre comme un tuteur pour pousser. On va mettre des courges autour, qui va éloigner les animaux avec les petites épines. On va avoir des piments qui vont fuir les insectes nocifs. Tout est cohérent. Voilà. Et puis, on peut avoir des autres plantes comme des cactus, etc. Donc, à ma base, c'est surtout ces produits de la milpa. Donc, tout ce que c'est autour du maïs, des haricots, des piments et des cactus, entre autres. Ok, on y reviendra sur le cactus parce que ça m'intrigue beaucoup. Sébastien. Je t'écoute. Alors,
De par ton métier, tu aimes transmettre des émotions visuelles appétissantes. Donc, tu travailles avec beaucoup de restaurateurs, avec des marques. Comment tu procèdes dans ta réflexion, dans ta création et dans la transmission finalement de ce que tu vas faire avec le client qui vient à toi? Alors, comme je dis souvent, je les cuisine aux petits oignons. Tout passe par un processus de questions lors d'un entretien téléphonique. Moi, j'écoute beaucoup les histoires. J'essaie de savoir s'il y a une histoire derrière, un peu là comme vient de faire ces dames. Il y a quelque chose derrière. Si on veut avoir une identité visuelle, pourquoi vous voulez ça? Quelle est l'histoire que vous voulez transmettre dans cette image, dans l'identité que vous avez envie de faire? Donc voilà, je les questionne. Je vais même au plus loin. J'ai l'impression même des fois d'être un peu le psy, parce qu'il y a beaucoup de gens même qui vont parler, et c'est ce que moi je veux qu'ils fassent. C'est que la première fois, moi je ne dis rien, je pose juste des questions et ils racontent leur histoire. C'est comme ça que moi je procède, puis je note des mots-clés. De temps en temps, j'enregistre aussi, mais je note des mots-clés. Et après, je travaille là-dessus. Et même des fois, ça m'arrive, même si le contrat n'est pas encore signé, d'avoir déjà l'idée dans la tête. Ça m'arrive des fois, voilà. C'est comme ça que je travaille, et puis en gros, voilà, c'est un peu ma méthode. Après, bien sûr, je vais un peu regarder à droite et à gauche ce que fait la concurrence pour ne pas faire la même chose. Ça, c'est le but du jeu, c'est pas faire comme. Au contraire. Voilà, et que je puisse apporter aussi, moi ce que j'aime bien, c'est apporter aussi une petite touche d'audace, de créativité qui fait que, ah ouais, c'est pas mal. Et ça dure grosso modo combien de temps? Ça dépend. Oui, je sais que c'est très, très variable, mais... Je dis, là, si j'ai l'idée dans la tête, ça peut aller très très vite. Mais j'en propose toujours aussi deux. Généralement, je propose toujours 2 idées, mais si je suis certain que c'est l'idée qu'il faut pour que la marque décolle et puis qu'on puisse l'imprégner dans la mémoire des clients, c'est là-dessus que moi je vais appuyer. Et tu arrives à les convaincre, ou en général il y a des processus d'argumentation? Au bout de 18 ans de métier, oui, j'y arrive. Je propose le logo, je le mets en situation en image, c'est pas que juste proposer un logo sur une feuille blanche, j'essaie de dire, voilà, ça peut donner ça sur tel support pour que mon client, futur client, puisse commencer à visualiser ce que ça peut donner. Puis généralement aussi, j'apporte beaucoup plus d'idées. Super, voilà. Génial. Et la typologie de tes clients, c'est qui? Ou 3. Des gens qui sont des passionnés de goût, des hommes et des femmes, mais de plus en plus, ce que j'ai remarqué, ce sont beaucoup de femmes. La plupart de mes clients, ce sont des dames. Il y a aussi une histoire après, on en parlera après. Même s'il y a un restaurateur derrière, s'il y a un chef cuisinier, il y a toujours madame qui joue toujours derrière, qui est une force pour le chef de cuisinier, et c'est toujours avec elle que je vais travailler. Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure de mon métier, c'est que j'ai beaucoup de dames qui me confient leur identité visuelle, leur projet, parce que voilà, elles ont envie de raconter une histoire, et puis je sais pas pourquoi. Le courant passe mieux avec des dames qu'avec des messieurs, et je trouve que les dames dans la restauration ont beaucoup plus à apporter aujourd'hui dans ce monde très masculin. Non, mais c'est la sensibilité, je pense que la sensibilité, voilà. Elle est là, l'accroche. Ouais, alors peut-être que j'ai aussi une approche sensibilité, comme dirait ma femme, j'ai un côté féminin en toi. Un côté féminin très développé, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est... De toute façon, les créatifs ont forcément une touche de sensibilité. Sensibilité, tout à fait. Ouais. Très bien. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Comme j'ai dit, alors, ça fait 18 ans que je suis indépendant, mais je pense que derrière, je vais encore avoir 8-9 ans. J'ai fait des agences. En agence, oui. Voilà, j'ai quand même passé par la case agence avant de me lancer dans le grand bain. Ok. Donc ça fait pas mal d'années. Oui, c'est bien. Oui, donc une expertise, clairement. Oui, aujourd'hui, oui, alors, tu vois, quand je dis graphiste spécialisé culinaire, graphiste, ça parle plus aux gens. Mais je me définis plus comme un directeur artistique, voire consultant, vraiment expert dans le domaine culinaire. C'est ce qu'aujourd'hui, des gens viennent me voir parce que je suis expert dans ce domaine-là. Même si beaucoup sont surpris aujourd'hui, comme a eu madame aujourd'hui, je ne savais pas que ça existait, graphiste culinaire. Si ça commence tout doucement. Et curieusement, comme je me suis aperçu que j'étais un peu le seul mec, un graphiste culinaire sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas beaucoup. Ça fait longtemps que tu me le dis. Hein. Ouais. Donc ça n'a pas changé depuis qu'on se connaît. Ça n'a pas changé. Je continue à regarder la concurrence. Il n'y a pas toujours d'autres mecs. Très bien. Prends ça pour toi, c'est très bien. Ouais. Maïmouna, alors toi, tu as commencé ta formation à Cuisine Mode d'Emploi. Oui. J'ai lu ça, donc l'école dans le 20e arrondissement. Quel a été ton parcours, ta trajectoire, et que t'ont appris ces années d'enseignement?
Alors, moi, je suis une grande gourmande et j'adore cuisiner. En fait, quand je cuisine, je me sens bien. Je trouve que c'est un moment où on met de l'amour dans les ingrédients pour les transformer et les donner souvent à ceux qu'on aime. Et donc, en 2018, ma marque de thé était un peu en stand-by parce que j'ai commencé l'aventure de thé en 2016 et la maternité s'est invitée dans mon parcours, donc j'ai fait une petite pause. Et en 2018, je dis, tiens, j'ai envie de cuisiner le thé autrement. Donc, il y avait une petite idée aussi de restauration, de comptoir avec un accord thé et mets. Et donc, du coup, mon compagnon à l'époque, il rentre avec un journal, il me dit, tiens, regarde, Thierry Max fait des formations, nanani, nanana. Et il y a une école qui s'ouvre à Champigny. Moi, j'habitais Fontenay-sous-Bois à l'époque. Et donc, j'ai fait partie des premiers, en tout cas, à inaugurer, entre guillemets, cette école à Champigny-sur-Marne. Et c'est comme ça, j'ai candidaté, je suis venue, j'ai rencontré le chef, je lui ai parlé un peu de mon projet, de ma passion ou de mes passions. Et puis, j'ai été sélectionnée. Donc, ça m'a aidé à affiner un peu des techniques de cuisine, les découpes, les sauces, les fonds, des choses comme ça. Et en sortant de là-bas, j'avais tout de suite envie d'ouvrir un restaurant. L'exaltation, j'avais normale. envie de... Et donc, à la maison, c'était tous les jours un menu. C'était limite, on était au restaurant. Donc, je m'exprimais un peu à travers la cuisine française, du coup, parce que en tant qu'Africaine, je suis partie de la Guinée avec ma base de cuisine africaine. Et là, je venais découvrir un peu aussi les classiques de la gastronomie française. Et puis bon, ça titillait, ça continue à mûrir, je vais dire. Mais aujourd'hui, je n'ai pas ouvert de restaurant parce que c'est assez compliqué. Ça demande beaucoup de temps en tant que jeune maman et chef d'entreprise. Et beaucoup d'investissement aussi. Beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Donc, je continue à pratiquer un peu cette cuisine chez moi ou quelquefois à travailler sur des accords pour des ateliers, des choses comme ça. Okay. Merci. C'était une belle aventure humaine et académique. C'est ce que véhicule la cuisine, manière générale. Oui. Ingrid, alors moi, ça m'a interpellée. La question n'était pas prévue. Tu parles de cactus. Alors, oui. Comment on déguste, comment on cuisine le cactus? J'avais goûté une fois un sirop de cactus. C'est pas la forme la plus connue pour moi, mais voilà. bon. Mais du coup, quelle est la forme la plus connue au Mexique? C'est un légume. C'est un légume. C'est un légume pour nous. Est-ce qu'on savait que c'était un légume, le cactus? Donc après, c'est pas toutes les variétés. C'est une variété ça. À la boutique. Moi, j'ai mon petit cactus et j'ai dit voilà, c'est ce légume qu'on mange nous. On les déguste pour que ça soit plus facile à comprendre. Moi, j'ai l'assimile à un haricot vert. Okay. C'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais ça, c'est ce qui ressemble le plus. Et moi, j'invite toujours à mes clients, si vous allez préparer des cactus, vous dites rien à vos invités. Et ils vont croire ils ont mangé un haricot vert, un petit peu plus mou, un petit peu plus acide. L'acidité, ça vient surtout parce que moi, je peux pas l'amener frais. Pour l'instant, c'est pas les paris que je fais. Donc, ça vient en saumure, avec de l'acide citrique. Donc, il y a ce côté un petit peu acide. Au Mexique, on peut les déguster tout simplement dans des jus verts pour le matin. C'est un petit peu des jus de détox. Ça fait très longtemps. Je sais que maintenant, c'est un petit peu à la mode en France. Mais au Mexique, ça fait... Depuis, je me rappelle, il y a toujours des jus comme ça. Ou on mixe tout simplement en cru avec l'ananas, avec des concombres, avec des différentes herbes. Et on va prendre ça au petit déjeuner. La recette la plus classique, c'est ce qu'on appelle la salade à la mexicaine. Tout simplement parce qu'on a les couleurs du Mexique. Donc, on a les cactus qui sont lanières avec des tomates, avec de l'oignon. On peut éventuellement ajouter un petit peu de fromage. C'est comme un feta, mais c'est des fromages de vache. Mm-hmm. Et c'est un fromage frais. Et éventuellement d'avocat. On a les couleurs, les bleus blancs, les verts blancs, rouges des drapeaux mexicains. Mais à la boutique, je propose toujours des différentes fiches pour que les gens puissent les déguster en salade fraîche comme celle que je viens de vous décrire. Soit on fait tout simplement revenir avec des oignons, un petit peu d'origan
Et c'est comme un haricot vert à côté. Ou on peut les préparer en plat déjà. On peut faire une soupe aussi, du coup, j'imagine. On a de la soupe, des nopales, parce que les cactus au Mexique, on appelle nopales. Et il faut savoir que c'est un légume qui, au Mexique, c'est préconisé pour les diabétiques, parce que ça a énormément de fibres. Et du coup, ça peut absorber l'excès de glucose et de cholestérol dans le sang. Tout part parce que ça a beaucoup de fibres. Et c'est presque 100 calories. Donc, Alors, comment ça se passe, le passage du cactus dans le désert et le cactus en pickles, là? C'est pas dans le désert. En fait, c'est autour de Mexico, les plus grands producteurs, c'est à Milpa Alta, là où je mène mes cactus. Et ça pousse autour des volcans, celle que j'amène, c'est autour de Mexico, parce que Mexico, c'est une cuvée, et tout autour... surtout à cet endroit-là, c'est une production énorme. J'ai plus les chiffres, mais c'est énorme la quantité de cactus. Et donc on enlève les pics, parce que ceux-là, bien sûr, on enlève les épines. Tous les cactus ont des pics. Oui, on est d'accord. Les épines. Oui. Après, il y a des variétés qui sont de moins en moins d'épines. Les épines, c'est un effet de protection. Donc, plus il est dans son endroit, moi j'ai eu des cactus où il y avait pratiquement pas d'épines. Parce qu'il était bien. Parce qu'il se sentait bien. Parce qu'il n'y a pas des contraintes de climat, il n'y a pas des animaux qui vont venir les manger, etc. Donc, c'est un moindre. Et alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en France, on les mange aussi, enfin, on les consomme aussi. Mais c'est surtout que ça ne va pas tarder, les fameuses pilules qu'on vous vend, maillot de bain pour l'été, les produits de base, c'est des cactus en poussière, en poudre. Parce que ça vous cale avec le mucilage des cactus. Et du coup, vous avez une sensation de satiété. Il y a le mucilage, comme les fèves de cacao. Et, oui. En fait. Et, oui, mais c'est encore plus présent, on va dire. Et du coup, ça vous cale, vous n'avez pas une sensation de faim. Et puis, ça vous aide à digérer tout le reste. Ça donne envie de goûter. Avec plaisir. Incroyable. Donc, du coup, tu dis, toi, tu les vends dans ton épicerie, donc dans un pot en saumure. Oui. Et donc, ils sont mous. Ils sont un petit peu mous. Parce comme des cornichons, ça fait un peu comme des cornichons. Moi, je les compare à une boîte d'haricots verts. Ah oui, boîte classique. Donc, c'est comme si vous ouvrez une boîte de conserve d'haricots verts, sauf que là, c'est des cactus. Et donc, c'est des lamelles épais. Il faut que je passe. Je vais passer voir tout ça. J'ai 2 présentations. J'en ai les raquettes entières, qui sont nettoyées évidemment, et qu'on peut faire, par exemple, pour l'été, on badigeonne un petit peu de l'huile, un petit peu d'origan, et on les fait comme les poivrons pour les barbecues. Ah ouais. Et on peut ajouter des fromages. Moi, j'aime bien des halloumi, par exemple. Ouais. Qu'on fait griller, on le met dessus. Et on peut mettre une sauce, si on veut le faire un petit peu plus... à la mexicaine. À la mexicaine, avec un petit peu de peps, avec les piments, pardon. Soit en lanière, qu'on peut faire vraiment énormément de recettes. Vous pouvez faire, par exemple, des œufs brouillés. Vous faites revenir des oignons, des cactus, des œufs brouillés, et puis vous le servez ça pour le petit déjeuner ou un dîner. Vous n'êtes pas venu pour rien. Non. Là, franchement, ça me donne envie de goûter. Oui, vous êtes dans le 78 ? Je suis dans le 78 super, aussi. je vais passer. Voilà. C'est incroyable. Merci Ingrid. Avec plaisir. On a appris quelque chose. Alors, Sébastien, tu ne pourras jamais travailler pour des cactus. Hein ? Qu'est-ce que tu ferais en identité visuelle pour des cactus? C'est original. Alors, justement, quels sont les critères qui définissent, selon toi, une identité visuelle impactante? Mémorable, déjà. Mémorable. Ça va être mémorable pour le client. Simple. Déjà simple. C'est pas... Beaucoup de gens ont envie de faire une illustration autour d'un dessin. Et je dis non, c'est pas une illustration, ça doit être impactant tout de suite. Ça doit être super simple, évident. Dès le premier regard de quoi on parle, du sujet, il faut pas commencer à... Un logo, c'est... On passe, on doit reconnaître tout de suite, on doit voir ce que c'est. Impact, simple, lisible forcément. Puis ça doit surtout parler, révéler la marque, les valeurs de l'entreprise, de la personne qui vend son produit ou restaurant. C'est transmettre les valeurs, ça aussi c'est important. Donc c'est quand même une sacrée pression finalement de te dire que dans un petit dessin, qui n'est qu'un dessin en soi, tu dois mettre tout ça. Oui. Et c'est ça qui est challengeant, c'est ça que tu adores. Oui, c'est un challenge parce que
le business de la personne dépend beaucoup de l'identité visuelle. On n'a pas le droit de se planter quand on lance. C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais c'est comme on doit tout de suite reconnaître de quoi on parle dans un restaurant. Quand on doit être attiré par l'identité visuelle avant de rentrer dans le restaurant. Et je suis quand même du garant quelque part du business, de l'évolution que je suis aussi de la après. crédibilité aussi. Ouais, beaucoup de crédibilité. Après, déclencher le business, bien sûr. Beaucoup de cette partie-là. On dit toujours qu'un logo, oui, ça dure 1 heure à créer, ou peu de temps. Il suffit d'aller sur Canva puis on prend une belle typo. Non. Je pense que ça, c'est les gens qui ne savent strictement rien. Voilà. C'est là-dessus que moi, j'essaie d'éduquer. Des fois, il y en a qui comprennent tout de suite. Des fois, que c'est compliqué. Mais malheureusement, on n'est pas fait pour travailler ensemble. Mais oui, il faut raconter une histoire. Il y a beaucoup de choses à mettre dans un logo pour que le business décolle. Oui, je suis aussi derrière voir l'évolution. C'est ça, bien parce sûr. que moi, j'apporte aussi après d'autres conseils sur le packaging, sur s'il y a un magasin, sur l'identité de l'enseigne. De la carte du resto. De la carte du restaurant, beaucoup. Même à l'intérieur de la signalétique, on peut retrouver des belles signalétiques pour emmener tout simplement aux toilettes. On peut retrouver la même identité, même dans la tapisserie, parce que ça m'arrive aussi de faire des tapisseries pour des restaurants, où ça peut être très ludique, on peut s'éclater. Donc c'est tout un univers qui permet d'être mémorable. Voilà. Merci, tout est très clair, Sébastien. Maïmouna, alors est-ce que tu peux nous donner quelques classiques de la cuisine guinéenne ? Oui, alors... Fais-nous rêver, là, avec le cactus, on est parti au Mexique. Voilà, en Guinée, qu'est-ce qu'on mange ? Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Là, tout de suite, je pense à la sauce feuille. C'est une sauce qui est à base de feuilles de patates douces. C'est l'un de mes plats préférés. Donc, chez moi, enfant, on avait un petit potager. Et donc, on récoltait nos feuilles de patates douces là-bas directement, qu'on nettoie, on découpe un peu comme on va le faire avec les épinards, et puis on les fait cuire. Et donc, on rajoute un peu de gombo. On mange beaucoup de gombo aussi en Afrique de l'Ouest. On va rajouter du poisson, un peu de viande. Donc, nous, on aime faire terre-mer. Très souvent, dans la cuisine africaine, on rajoute la viande, mais aussi le poisson, ou sinon des écrevisses pour venir parfumer. Parce que ça va apporter un petit goût, ou le poisson fumé qui va apporter une saveur, des parfums autres. J'ai faim. Donc, et cette sauce feuille va s'accompagner avec du riz ou sinon du fonio. Et on a un autre plat qui est tellement simple que, alors, il est délicieux, mais on dit souvent, à tort, je le pense vraiment, que c'est un peu réservé aux pauvres. C'est tellement facile, donc on dit, il n'y a pas de problème pour cuisiner ce plat, il te faut en gros 10 francs, tu achètes un peu d'aubergine, un peu de gombo, de l'huile de palme, du sel, et tu as fait ton plat, on l'appelle le lafidi. C'est une sorte de compoté ? C'est une sauce qu'on va faire à base de gombo, d'aubergine, et souvent un peu de piment, de sel, et on va rajouter un peu de poudre qu'on appelle le sumbara. Et ça y est, une fois les légumes cuits, on va les piler et on les met par-dessus le riz blanc avec un peu d'huile. Donc, ça coûte pas grand-chose. Et c'est hyper savoureux. Et donc, le lafidi, j'adore ça. Ok, et en dessert ? En dessert, en sucré. On a beaucoup de fruits. Oui, bien sûr. Beaucoup de fruits. Donc, très souvent, nos desserts, c'est des fruits. Ou sinon, c'est de la bouillie qu'on va faire à base de maïs. On va piler le maïs. Alors, souvent, on va le manger en entrée, que moi, je trouve aujourd'hui que ça va plus vers le dessert que l'entrée. Et une fois la poudre de maïs obtenue, on va en faire des grumeaux et qu'on va venir après cuisiner. Donc, les grumeaux, quand on les rajoute dans de l'eau bouillante, ça ne se dissout pas, donc ça reste solide. Et on le cuit, on met un peu de tamarin, de sucre. Et donc ça, on peut le déguster. Sinon aussi, dans d'autres pays comme le Mali ou le Sénégal, on va avoir beaucoup de dégués. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ? Alors, le dégué, là aussi, c'est des smoules ou des grumeaux suivant de millet. On va utiliser le millet qu'on va piler et qu'on va utiliser pour faire ce dessert-là.
Merci beaucoup. On voyage. C'est bon ça, on voyage. Alors justement, à propos de voyage, d'épicerie fine étrangère, Ingrid, tu as été lauréate, il n'y a pas très longtemps, quelques semaines. Un petit mois, voilà. Du prix Épicure dans la catégorie épicerie fine étrangère. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure? Comment ça s'est fait? On est venu te chercher, tu as voulu toi candidater. Quels sont les critères? Voilà, mets-nous dans les coulisses. J'ai appris qu'il y avait ce concours et j'avais vu que la cuisine mexicaine n'est pas présente. Ah, pas du tout. Or, la cuisine mexicaine était inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO le même jour que la cuisine française, que c'est plutôt les arts de la table, et nous, c'est notre cuisine presque millénaire. Donc, nous, on mange des maïs, on mange des piments, on mange des tomates depuis très longtemps. Et on ne connaît pas qu'il y a beaucoup de ces ingrédients qui sont d'origine mexicaine. Quand j'ai commencé l'aventure de mi tiendita, je me suis rendu compte que la plupart des gens, ils avaient une idée de la cuisine mexicaine plutôt de ce qu'on trouve au supermarché. Rien à voir. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait ce concours pour la cuisine étrangère, je dis pourquoi pas, dans l'idée de au moins faire des bruits que notre cuisine, coucou, on est là. Bien sûr. Après, une fois, il fallait faire un dossier. On a mis une semaine à remplir parce qu'on ne peut pas passer d'une page à l'autre. Et il y a à remplir tous les dossiers qui demandaient beaucoup d'informations. Enfin, moi, j'avais fait une formation pour créer ma boutique. J'avais fait énormément de recherches et de travailler avec avec un architecte. Je savais exactement ce que je voulais parce qu'il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est de faire connaître la cuisine et connaître mon pays et oublier et laisser de côté tous ces clichés, que tout est hyper coloré, qu'il y a que dans beaucoup de logos, on met des crânes partout, alors que... Ou des sombreros. Des sombreros, des cactus, des sarapés, des saltillos, ça existe, mais c'est pas que ça. Et en plus, c'est régional, où les crânes, c'est vraiment pour la fête des morts. Or, maintenant, on fait un événement mexicain et on met des crânes partout. J'aime pas ça, les stéréotypes, image. quoi, les femmes stéréotypes. Comme nous, la baguette, le béret, voilà, on est représenté comme ça aux États-Unis, par exemple. Oui, mais je trouve qu'à la limite, il y a le côté parisien un petit peu, même romantique, que pour les Mexicains, il y a encore beaucoup de caricatures où on est couché sur un cactus avec un sombrero. C'est trop pour moi. Donc, je savais que dans ma boutique, je voulais absolument pas tous ces clichés-là. Donc, c'était un pari que je voulais réussir. Et pourtant, on ressent les côtés mexicains dans la boutique, mais avec des autres critères. Donc, ça, c'était la première partie. Donc, on a rempli les dossiers et j'arrive à la dernière partie où on nous demande la sustentabilité, les côtés bio, les côtés circuit court. Et j'ai dit, là, je suis hors jeu. C'est sûr, si tu fais venir des produits du Mexique, oui. C'était très compliqué. En termes d'empreinte carbone, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, j'ai voulu montrer que c'est pas parce que ça vient de loin qu'on ne doit pas valoriser les produits qui viennent d'ailleurs. Et du coup, moi, j'ai dit toujours dans ma boutique, derrière chacun de mes produits, il y a un entrepreneur, il y a un ouvrier et il y a un agriculteur qui a travaillé. Et c'est du travail qu'on donne aux gens au Mexique. Nous, on est tout près des États-Unis. Pour des différentes raisons, surtout économiques, il y a beaucoup de tendances à partir travailler aux États-Unis. Et là, bien ça. Enfin, pour moi, c'est important de dire que à travers tous ces produits que je fais venir, il y a tout ce travail qui reste au Mexique. Et surtout, de valoriser aussi nos terroirs, parce que ça, quelque chose qu'on parle beaucoup en France, mais qu'on n'a peut-être pas encore valorisé dans notre pays. Je parle du Mexique, mais je parle de tous les autres pays du monde. Les mêmes produits, on les voit avec les tomates, par exemple, qui vient à l'origine du Mexique. Bon, maintenant, on dit qu'il vient un petit peu plus du sud, mais nous, on l'a cultivé.
les goûts d'un tomate, les goûts de mes piments, les goûts même des cactus, parce qu'il y a des producteurs maintenant même en Asie, ça va pas être les mêmes goûts que si ça vient du pays d'origine. Et ça, c'est une façon de valoriser aussi autant les produits, la qualité, les terroirs et ce savoir-faire, surtout si on continue dans cette démarche de permaculture et je fais beaucoup de recherches pour trouver les produits qui sont faits avec de façon artisanale et pas ajouter 36 000 conservateurs, colorants, ce qui est un petit peu la tendance un petit peu partout pour garder les produits plus longtemps au réfrigérateur ou ailleurs. Et du coup, donc ce prix Épicure vous a été décerné. Oui. Et après, c'est quoi est-ce que tu as gagné de l'argent? Est-ce que c'est une visibilité? Non. Est-ce que c'est toi juste une reconnaissance personnelle de ton travail et de cette envie de devenir l'ambassadrice aussi de ton pays sur le territoire français? Pour moi, c'était surtout il n'y a pas d'argent, c'est un prix physique. J'ai reçu un diplôme, c'est marqué concours professionnel. Et c'est surtout, et moi je le partage toujours avec mes clients, parce que je dis, moi toute seule, je n'existe pas. C'est à travers la confiance de mes produits, de mes clients envers mes produits, on va créer ce lien. Et surtout, valoriser ce que c'est les vrais produits d'origine. Donc, pour moi, c'était ça, et qu'on parle de notre cuisine, et qu'on commence à... Et c'était intéressant de voir que parmi les jurés, il y avait 3 personnes qui étaient direct ou indirectement liées avec le Mexique, des voyages, ou qui savaient travailler avec le Mexique, ou qui mangeaient mexicain dans des vrais restaurants mexicains, et qui... connaissent la différence par rapport à ce qu'on vend ici comme mexicain. C'est pas ajouter 2-3 grains de maïs, 2-3 grains d'haricots que ça devient mexicain. Ça, c'est un autre cliché. Donc en off, tu nous donneras des adresses de bons restaurants mexicains. Avec grand plaisir. Dont on sait que ce sera délicieux. Voilà. Merci et bravo en tout cas. Merci beaucoup. Vous avez vu une différence après avoir reçu le prix? J'ai plus de visibilité pour l'instant sur ma page Instagram. J'avoue que moi, les réseaux sociaux, j'arrive pas. J'ai quelqu'un qui travaille pour les réseaux. Mais ce qui m'a fait survivre, entre guillemets, depuis 14 ans, malgré cette grosse handicap par les réseaux sociaux, parce que pour des jeunes, c'est beaucoup plus facile que pour moi ou ma génération. Ce qui a changé, c'est surtout... Enfin, moi c'était vraiment l'ancienne école. C'est le bouche-oreille. Oui. Et c'est comme ça que je travaille, que les clients, ils fait connaître ma marque d'une part, mais aussi avec les restaurateurs. J'ai une petite anecdote. J'avais quelqu'un qui m'a contacté pour avoir des produits. J'ai donné mes conditions, les produits, etc. Plus de nouvelles. Et puis, quelques mois après, il revient, il m'a dit, en fait, j'avais regardé les réseaux sociaux, etc. Bon, c'est vrai que je suis pas très fort de ce côté-là. Mais il avait consulté avec des autres restaurateurs. Et ils sont tous dirigés, cette client vers moi. Et puis, finalement, c'est le bouche-oreille qui est à l'ancienne, qui a toujours fonctionné pour moi. L'exception, la règle. C'est ça. Alors, Sébastien... Du coup, toi, tu as fréquenté beaucoup de cuisiniers, de restaurateurs, donc dans cette sphère culinaire beaucoup. Où tu as réussi à t'intégrer sur un autre plan que la cuisine pure. Quelles sont, selon toi, les 3 qualités essentielles pour réussir dans ce métier? Avec ton œil neuf et objectif. Courageux, déjà. Ça, c'est clair. Valide. Parce qu'il faut se lever très tôt et se coucher très tard. Des journées très remplies, courageux. J'ai la particularité, c'est que, en plus de faire de l'identité visuelle, je fais aussi des réseaux sociaux. Donc, je me plonge dans leur domaine quand ils sont en pleine action lors d'un rush de service de restaurant. Et je les vois se démener. Donc, il faut être très courageux. Il faut être super passionné déjà. Et c'est la passion qui va faire que dans la durée, ça va tenir. Parce que s'ils ne sont pas passionnés, à bout d'un moment, ils craquent, ils vont péter un plomb. Et créatif, forcément, parce qu'on peut très bien faire de la très bonne cuisine avec des plats traditionnels, mais revus aujourd'hui d'une autre façon, ou apportant une petite touche. Voilà, pour moi, ce sont les 3 qualités, passionné, courageux, créatif. Et j'apporterai aussi, c'est le point que moi je préférais plus, humble. Moi, les chefs
qui se la pètent, j'en veux, je n'aime pas. Qui ont un ego surdimensionné, je n'aime pas. Voilà, moi, si ça se retranscrit dans la cuisine, même et dans l'expérience culinaire, qui a un côté vrai, familial, voilà, c'est les gens avec qui moi je vais m'accrocher. Et généralement, voilà, donc ça veut dire que tout simplement que les star systems, ça, j'en veux pas. Moi, je vais travailler avec les gens qui se lèvent très tôt. Je dis pas que les autres ne se lèvent pas tôt, mais qui sont discrets et qu'on va pas voir forcément pour aller les récompenser. Bravo. Voilà. J'aime beaucoup ce discours. Maïmouna, quelle est la palette aromatique des crus que tu proposes aux dégustateurs? Voilà, là, j'aimerais vraiment que tu me parles de tes produits, du savoir-faire, de l'expérience du client qui te fait confiance. Qu'est-ce que tu veux lui apporter? Alors, mon aventure chez Quintet était un peu d'abord une démarche de faire la paix avec moi-même, avec qui je suis, avec mes origines. Et l'idée est avant tout de faire découvrir les terroirs africains. L'Afrique est aujourd'hui 3e producteur mondial de thé et très peu de personnes le savent. C'est vrai. On a toutes les familles de thé qu'on propose. Le thé est arrivé un peu en Afrique au même moment qu'en Inde. À l'époque, quand ils ont voulu faire des expérimentations, le thé a beaucoup plus évolué en Inde, en tout cas plus rapidement qu'en Afrique. Et ce n'est qu'à partir de 1925 que les plantations africaines ont commencé à produire et à donner quelque chose de bon et de rentable. Mais il a fallu encore beaucoup d'années pour qu'on se penche vers la qualité. Les thés ont été d'abord broyés, utilisés par les gros pour faire de la masse. Et en 2017, quand j'ai commencé à me pencher sur l'Afrique et que j'ai reçu mes premiers échantillons du Rwanda, j'étais bluffée par la qualité déjà visuelle, le goût, donc la partie gustative, des produits qui viennent de certains pays comme le Rwanda, le Malawi. Aujourd'hui, le Kenya aussi propose des choses assez intéressantes. Et donc, pour moi, la richesse, c'est vraiment de venir trouver des saveurs. Le thé, c'est comme le vin, c'est une question de terroir. Un thé qui est cultivé au Rwanda ne raconte pas forcément la même histoire en bouche qu'un thé du Malawi. Le Rwanda, on va avoir un côté sur les thés noirs assez présent, un peu, je dirais, charpenté. On a une note plus robuste en bouche que les thés verts ou les thés noirs vont avoir ce côté un peu umami, où on a de la douceur en bouche, on a un profil floral qui est assez intéressant. Au Malawi, le thé noir est quasi pas tannique. C'est incroyable, mais certains grains crus du Malawi, on va les considérer un peu ou les associer au oolong ou au thé vert. Donc, il y a beaucoup de notes florales, de notes cacaotées. On va avoir aussi des notes un peu fruitées. Et on n'a pas que des thés, on a aussi une grande richesse au niveau des plantes, des tisanes, comme l'hibiscus qui est maintenant bien connu, mais il y a la citronnelle, on va avoir les feuilles de corosol et le rooibos qui n'est plus à présenter d'Afrique du Sud. Donc vraiment, moi, c'est le voyage gustatif. C'est découvrir l'Afrique à travers ses thés, ses plantes et des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on propose chez Quintet. On part loin, on part très loin aujourd'hui. C'est beau. Franchement, bien. Alors, on va clôturer cette première partie. Voilà, le voyage. On aurait pu parler du voyage à Lille aussi, ou en tout cas dans les Hauts-de-France. Oui. Hein, c'est un voyage comme un autre. C'est moins sexy. Mais c'est le terroir aussi. C'est le terroir. Oui, C'est le terroir. Alors moi, j'en ai terroir. reçu quelques-uns des Hauts-de-France. Quelle est toi la recette que tu adores, régionale? Régional. Bon, moi, j'aime beaucoup le maroilles. Enfin, c'est un classique, mais une moi, tarte au maroilles? Non, le fromage, puis avec une bonne baguette et un bon petit vin, c'est très bien comme ça. Non, j'aime pas chaud. Déjà, ça met un parfum très diffusant dans la maison. Non, moi, je dirais plus classique. La baguette, le vin et puis le fromage comme ça. Mmh. Qu'est-ce que c'est les vins dans les Hauts-de-France? Il n'y en a pas? Non, beaucoup. C'est plutôt la bière. Mais bien sûr. Il y a beaucoup de brasseries. Je pensais que tu allais me parler de la carbonade.
Tu aimes la carbonade? J'aime beaucoup la carbonade aussi, ouais. Oui, il y en a tellement, mais... Ouais, il y en a tellement des plats qui sont... C'est une région riche, hein. Très riche, très riche. Après, il y a la fameuse moule frite du mois de septembre pour la braderie de Lille, qui est assez connue. Mais c'est pas de la cuisine en soi. C'est vrai que les plats... Non, mais c'est convivial. Il y a le Welsh aussi. Ouais, ça c'est très lourd. Ouais. C'est très lourd. Et... Ouais, j'aime un peu moins ça. Mais c'est beaucoup des plats en sauce, en fait. Sauce, qu'on partage. Ouais, ce côté très convivial avec ces plats-là. Mais par contre, il n'y a pas du tout de vin, ça c'est clair. Enfin, à ma connaissance. Il y a beaucoup de la bière, beaucoup de brasseurs des Hauts-de-France. Et du coup, par extension, et forcément, quand on n'est pas loin de la frontière belge, de nos amis. De nos amis les Belges. Ouais. Alors, j'ai d'autres questions pour vous. J'aimerais que vous répondiez, qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? De la bière. Tu l'avais pas mis dans la liste. Ah non, ça c'est la deuxième partie, il n'y a pas la liste de questions. Alors, chez moi, il y a quasi toujours des carottes, des poireaux. Ouais, j'en cuisine pas mal de poireaux en ce moment, donc là, je regarde dans mon frigo. Tu visualises? Je vois carottes, fenouil, poireaux et champignons. Très bien. Donc du coup, Sébastien? Ouais, c'est assez varié, parce que ça change pratiquement toutes les semaines, mais il peut y avoir des salades, il peut y avoir des tomates, il peut y avoir des pâtes fraîches, des œufs. C'est assez varié. Puis c'est moi qui fais la cuisine à la maison, au grand bonheur de madame. Et elle me dit toujours que je suis assez balèze quand le frigo est à moitié vide. Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Et je regarde et j'arrive à faire quelque chose qui convient assez facilement pour tout le monde. Donc ouais, c'est assez varié au niveau... Et du coup, la question complètement improvisée, mais au vu de ce que tu me dis, parce que ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre, ça fait plusieurs fois que j'entends ton discours, tu n'as jamais pensé à devenir restaurateur? Si. Voilà, je m'en doutais. Je pense qu'on a un métier qui est équivalent graphiquement. Je dis un chef, ou même toi, tu vas pas présenter quelque chose si c'est pas joli, si c'est pas harmonieux dans une assiette. Et moi, c'est la même chose. Quand je vais montrer un logo, je vais pas le sortir quelque part. Je le présenterai pas tant que je sois pas satisfait. Et je pense que c'est la même chose en cuisine. Créatif aussi, ça c'est clair. Sensibilité. Oui, alors aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais encore. Ça sera un sacré changement de tout revoir à la base, mais oui. Mais ça m'arrive des fois quand je vais faire du community manager en cuisine. Ouais. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Ouais, tu peux faire ça. Je suis débordé, il n'y a pas de souci. Ouais. Et je m'éclate. Génial. Top, bien. Et toi, Ingrid, qu'est-ce qu'on trouve dans ton réfrigérateur? Toujours des galettes de maïs. Ah, des galettes de maïs. Dans le sac. Oui. Non, mais là, c'est... Tortilla, bien sûr. Oui, mais alors il faut là, les sentir. Taquera. Oui, parce que c'est la taille. Mais il faut les sentir, même avec les plastiques. C'est ça, le vrai goût de maïs. Donc, il y en a toujours. C'est incroyable. Et il y a toujours des sauces, évidemment, des plus piquants, les moins piquants. Parce que moi, la sauce, c'est depuis... Je commence au petit déjeuner. Et des œufs qu'on peut préparer avec des cactus, avec Enfin, on utilise beaucoup les œufs pour le petit déjeuner au Mexique, mais ici, on l'utilise plutôt pour les soirs. Mais il y a... Oui, donc c'est les 3 produits que j'ai toujours... Très bien. C'est ça. J'avais une question que je voulais te poser, donc je vais la poser. Tu peux nous parler de l'échelle de Scoville, s'il te plaît? Parce que j'ai vu qu'en ce moment, là, sur les réseaux, tu parlais beaucoup des piments. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est cette échelle de chaleur dans la bouche? L'échelle de Scoville, je résume, mais normalement, je l'ai décrit comme... Enfin, c'est l'échelle des piments, des moins piquants aux plus piquants. Pour les faire faciles à comprendre, c'est la quantité de solutions sucrées qu'on va avoir besoin pour estomper ce goût de feu dans la bouche. Le feu dans la bouche. Donc, mes piments, ils commencent à 1000 dans l'échelle de Scoville jusqu'à 500 000 avec les piments habanero, que c'est le piment plus fort, naturellement plus fort. Parce que maintenant, en plus, on parle des millions de
d'unités Scoville, mais c'est plutôt, c'est plus des piments naturels, c'est plutôt des changements génétiques qui ont fait dans les piments. D'accord. Et moi, les piments habaneros, par exemple, que c'est les plus forts que j'avais jusqu'à maintenant, et que je croyais que j'allais jamais vendre en France, je suis étonnée de voir qu'il y a quand même une bonne tranche des Français qui adorent les piments très forts. Mais moi, j'ai fait des études de médecine. J'aime bien dire que moi, je cherche pas à avoir une anesthésie locale. C'est pas ça mon intérêt. Moi, ce que je cherche, c'est d'avoir une sauce qui va apporter des goûts. Bien sûr. Qui a même une sauce la plus piquante du monde, si on met une petite goutte, ça peut changer les goûts de la préparation complète. Et tout est dans les dosages. Donc, à la boutique, je propose des dégustations de certaines sauces parce que pour moi, et pour beaucoup de Mexicains ou des gens en général qui ont un petit peu de connaissances, on connaît déjà les noms des piments. J'ai fait très ludique, je mets l'échelle de Scoville, je le mets sur les montants de la boutique. J'ai mis mes étiquettes avec des petits piments, donc ça va de vert au noir. Et comme ça, surtout quand j'ai beaucoup de gens, les gens ils peuvent regarder s'ils veulent quelque chose de très piquant ou pas trop piquant. Et en fonction de ça, après, je peux faire des dégustations et par élimination, ils partent avec quelque chose qui sont déjà goûtés. Et moi, j'aime bien dire dans la boutique, je fais dégustation, pas de problème, mais la seule condition, c'est pas partir en pleurant parce que ça fait pas bonne image. Alors, justement, quand tu as pris un piment qui t'arrache vraiment la bouche, c'est quoi la meilleure méthode pour se calmer? C'est pas Boisson le pain. sucrée. Boisson sucrée. C'est pas le pain. Non. C'est les On parlait sucres, du lait ou aussi. éventuellement de lait, mais ça va mettre beaucoup plus de temps. Donc, moi, j'ai toujours dans la cuisine, pour les gens qui arrivent, je veux la plus piquant. J'ai toujours des sirops d'hibiscus, ou, enfin, je peux avoir des autres, mais les sirops d'hibiscus que j'ai dilue, et si je vois que les gens, ils commencent à devenir de toutes les couleurs transpirées, je propose ça, et ça stompe. Efficace. C'est efficace, c'est la seule chose qui est efficace. C'est génial. C'est ce qui explique aussi qu'au Mexique, on boit énormément de boissons gazeuses, parce que c'est sucré. Super. Et traditionnellement, on a toujours des lots aromatisés aux fruits. Donc, des aguas frescas, on appelle ça. Super, très bien. Alors, moi, je voudrais vous poser une autre question en faisant une référence littéraire. Je ne sais pas si vous le savez, moi, j'étais prof de lettres avant. Donc, je vous lis un passage de Proust. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Quelle est votre Madeleine de Proust ? Quelle est la recette, l'aliment qui vous replonge en arrière, qui vous procure beaucoup d'émotions? Le riz au lait. Le riz au lait. Le truc classique, mais ouais, c'est le truc, le dessert de mamie, on va dire. D'accord. Et c'était ta grand-mère qui le faisait? Oui. Ouais. Et curieusement, pas celle qui était forte en cuisine. Mais ça, le faisait très très bien. Et c'est vrai que... alors, je prendrais... J'en ai déjà pris dans des commerces, mais quand je vais dans des restaurants où je sais que des fois il fait le riz au lait, ça ramène forcément en arrière. Ok, super. Voilà, ce côté très crémeux, ça détend en plus. C'est réconfortant. C'est réconfortant, tout à fait. Alors moi, je vais penser au lafidi que faisait ma grand-mère avec du fonio. Ça, je sais que c'était des journées un peu spéciales parce que elle était âgée à l'époque de entre 75 et 78 ans. Et les seules fois où ma grand-mère cuisinait, c'était pour sa mère. Parce que sa mère a vécu jusqu'à 102, 103 ans. Et donc, les peu de fois qu'elle rentrait encore en cuisine, c'était pour sa maman. Personne ne devait cuisiner pour sa mère. Elle le faisait une fois par semaine. Elle cuisinait, elle prenait, elle amenait à sa maman. Et le reste... ce jour, c'était exceptionnel et donc on mangeait ce reste de lafidi avec du fonio qui était juste incroyable. Et à chaque fois que je mange du fonio avec ce lafidi, je repense à ma grand-mère faisant à manger pour sa mère. Donc c'est ça, c'est exactement ça le souvenir. Ouais. C'est beau.
Ingrid? Moi, c'est le gâteau au chocolat qui fait, c'est ma mère. Oh bah alors, effectivement. Voilà. Oui, Donc, je viens de la perdre il y a quelques jours. Mais c'est ma mère, elle cuisinait toujours. Il y avait toujours des gâteaux à la maison. Toujours. Mes copains d'école se rappellent d'elle. Parce qu'il y avait toujours une part de gâteaux, au moins un, si c'est pas deux, différents types de gâteaux. Mais les gâteaux au chocolat qu'elle faisait, c'était exceptionnel. Et voilà. Parce que beaucoup de chocolat au Mexique. À l'origine, le chocolat vient de Mexique. Donc, c'était le chocolat. Au Mexique, c'était plutôt des boissons. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chocolat pour pâtisserie. Maintenant, on arrive à trouver. Mais c'était pour surtout des boissons. Et on les mélangeait toujours avec des piments et avec des maïs. Yeah. Voilà. Et j'ai des boissons à la boutique aussi, à déguster. Non, mais de toute façon, on va y aller dans cette boutique. Ingrid, c'est sûr et certain. Alors, 2 dernières questions. J'aimerais que vous complétiez cette phrase. Pour moi, cuisiner, c'est... Partager. Ça peut être une phrase. Hein. Partager. Oui, j'allais dire partager ou donner de l'amour. Oh, c'est beau ça. C'est tellement vrai. Pour moi, c'est partager, mais surtout, je pense toujours à la transmission. Parce qu'il y a un moment donné, il y a eu beaucoup de recettes familiales qui restaient avec la personne et qui ne transmettaient pas. Et du coup, on restait avec cette envie de reproduire ses parfums, ses goûts. Et moi, quand je cuisine, moi, j'essaye de transmettre aussi qu'est-ce qu'il y a derrière cette recette-là. Super. Et la dernière question, comment définissez-vous la passion? Ça, je la donne jamais en préparation. La passion, c'est énorme la passion. Je pense que pour moi, être passionné, c'est une chance énorme parce que avec la passion, moi je lis la passion à la foi qu'on va porter en quelque chose. Comme il disait tout à l'heure, un cuisinier par exemple qui n'est pas passionné va lâcher. Souvent, il y a beaucoup de monde qui entreprennent aujourd'hui par opportunisme en disant tel l'a fait, ça fonctionne bien, moi aussi je vais le faire. Sauf que si tu n'as pas cette passion, pour moi, la passion, c'est une remède. C'est quelque chose qui vient te protéger de la fatigue, de la peur, de plein de choses. Quand tu as la passion, tu as l'arme pour avancer. Et donc, je ne sais pas comment qualifier la passion, parce que quand on ne l'a pas, on est perdu. C'est pour ça que c'est un langage qu'on ne peut comprendre qu'entre passionnés. Parce que là, tout ce que tu viens de dire, je pense que ça résonne pour nous et que les gens qui sont opportunistes, qui ne savent pas du tout donner un sens à leur vie à ce point-là brillant, se disent mais qu'on est complètement perché. Quand tu as la passion, tu es ancré, ça t'ancre. Non, mais quand tu dis le remède, tu l'as dit, le remède contre la fatigue, contre le découragement, contre les doutes. C'est ça. Pour moi, c'est un remède. Ça soigne beaucoup de maux, y compris la peur, qui souvent nous paralyse et nous empêche d'aller. Mais quand tu as la passion, elle va vers et elle repousse plein de choses. Voilà, tout est dit. Wow. C'est beau. Pour moi, c'est le moteur émotionnel. Le moteur qui va nous faire aller plus loin. Oui, pour moi, c'est le moteur qui un engrenage qui fait que de toute façon, on va aller plus loin. Et le partage. Merci. Alors, je vais conclure. Merci pour cette émotion. Ce podcast est définitivement la plus belle opportunité pour une passionnée comme moi de découvrir de très belles histoires et de mettre en lumière des personnes de talent. Ce fut le dernier épisode de ma 2e saison, donc le 40e épisode, et je termine sur une note des plus émouvantes. Retrouvons-nous très vite pour la 3e saison avec de belles confidences authentiques. En attendant, merci beaucoup, Maïmouna. Merci à toi. Merci, Sébastien. Merci, Virginie. Merci, Ingrid. Merci, Virginie. Et à bientôt. À bientôt. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors,
On se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!